Bonjour à tous et à toutes. Salut. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où on va vous donner les 10 conseils pour une alimentation saine et équilibrée qui va nous permettre d'améliorer nos performances, d'être en meilleure santé, etc. On est reparti pour encore un format capsule, voilà, ça fonctionne très bien. Qui fonctionne bien, vous nous faites des super retours par rapport à ce format-là, et puis on nous a posé la question, voilà, est-ce que vous pouvez me donner, quels sont les conseils que vous pourriez me donner pour avoir une alimentation saine au quotidien. Donc là, on va vraiment vous donner ces conseils-là, dans l'idée, bien sûr, dans notre démarche, qui est d'avoir une alimentation qui est composée d'aliments qui sont bruts, d'aliments qui sont non transformés. On ne va pas rentrer dans le débat du bio, du pas bio. Mais majoritairement, il faudrait que ce soit issu d'une agriculture plus biologique et aussi locale. Ça, c'est pour tout ce qui est, bien évidemment, respect de la santé, mais aussi respect de tout ce qui est environnement, faire fonctionner les commerces locaux. Pour moi, c'est une notion qui me tient très, très à cœur. Exactement. Donc, on va partir déjà sur cette première base. Maintenant, Guillaume, le premier conseil que tu vas pouvoir nous donner. Alors, conseil numéro 1, mangez des fruits et légumes à chacun de vos repas. Ça, c'est vraiment très important. Souvent, on entend dire, je vais simplement me faire une assiette pâtes avec poulet, etc. Et on oublie complètement les légumes alors que ça apporte des micronutriments, des vitamines, des minéraux, etc. Donc, légumes verts, tout type de légumes de saison, à satiété, des fruits en quantité raisonnable et par rapport à votre activité physique. Mais il faut ça avoir à chacun de vos repas. Le conseil numéro 2, Guillaume, ça va concerner quoi ? Alors, c'est consommer des glucides, de qualité, donc indice glycémique relativement modéré et faible au quotidien, mais aussi en quantité suffisante, parce que trop souvent, des fois, on se dit soit j'ai trop de glucides, ou soit j'ai pas assez de glucides, je veux pas en consommer. Mais ça peut influer de façon négative, tant sur notre glycémie que sur notre régulation de l'énergie tout au long de la journée, par exemple. Donc, trouver le bon équilibre au niveau de sa consommation de glucides. C'est vrai que des fois, on voit certains sportifs qui sont dans un état d'esprit un peu à l'ancienne, avec le pain, les pâtes, etc., les fameux soi-disant sucres lents en surquantité. Et puis, on a des sportifs qui sont, entre guillemets, un peu en restriction ou dans des approches trop low carb. Cétogènes même. Ou cétogènes, et qui peuvent aussi ressentir au niveau de leur performance des défaillances. Donc là, tu conseillerais un apport équilibré et adapté par rapport à notre dépense énergétique, sans être dans le côté outrancier des apports en glucides, mais sans être aussi dans le côté je me restreins complètement, mais toujours avec cette notion de qualité au centre. Du coup, ça peut être quoi les glucides à privilégier, Guillaume ? Ça va être tout ce qui est, on en revient à la notion qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire produits non transformés, bruts, donc des céréales non raffinées, donc des céréales plus complètes, riz complet, ça peut être du quinoa, les légumineuses qui sont très intéressantes, tout ce qui est tubercules aussi, panais, patates douces, pommes de terre éventuellement, carottes, toutes ces choses-là, ça apporte des glucides de qualité. Des fruits aussi, donc bananes, pommes, il y a tout un tas de fruits, voilà. Tout ça, c'est des glucides qui sont de très bonne qualité parce qu'ils sont non transformés et bruts. Donc on va éviter aussi tout ce qui est jus de fruits, etc. Voilà. Tout ce qui est transformé, on l'évite et on part sur du brut. Et avec ça, on a déjà un bon panel de glucides de qualité. De quoi se faire plaisir. Exactement. Super, on a parlé des glucides. Maintenant, conseil numéro 3. Alors, c'est aussi assurer un apport de protéines suffisant. Alors, trop souvent, je le vois, c'est vrai, dans les consultations que je peux faire, dans les accompagnements que je peux faire, il y a une négligence un petit peu au niveau de la quantification du taux de protéines qu'on va pouvoir ramener lors de ces différents repas. Et c'est important pour la reconstruction de l'organisme sur tous les points, pas seulement au niveau musculaire, mais d'avoir un apport en protéines suffisant, et ça à chacun de ces repas. Après, on va pouvoir parler encore un petit peu de chrononutrition, mais plutôt avoir des apports protéinés plus importants sur le petit déjeuner, sur le déjeuner, qu'éventuellement sur le dîner. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est à chacun de vos repas, si vous avez des apports en protéines, c'est suffisant pour assouvir tous vos besoins. Ouais, et c'est vrai que trop souvent, on voit des personnes qui négligent un petit peu ça, ou qui sont dans des démarches un petit peu trop végétales, et qui se disent « Oh, c'est bon, j'ai pas besoin de protéines, j'ai pas besoin de tant que ça », et puis on se retrouve avec des repas qui sont quasiment uniquement glucidiques, parfois, et qui au final ne remplissent pas toutes les fonctions d'un vrai repas. Donc pareil que pour les glucides, qualité et quantité. Voilà. Et
variété, on pourrait rajouter variété, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir une variation au niveau de ces apports en protéines. On ne va pas, par exemple, tous les jours consommer ou de la viande blanche, ou du poisson blanc, ou des œufs, etc. Mais c'est la variété qui nous amène à la santé et à balayer de façon large tous les apports en acides aminés. Alors là, on a parlé des glucides, on a parlé des protéines. Qu'est-ce qu'il nous reste en conseil numéro 4 ? Les lipides, les fameuses graisses que tout le monde a peur. Donc dis-nous en plus, c'est quoi ton conseil par rapport à ça ? C'est déjà aussi de ne pas les fuir et de ne pas les supprimer, parce qu'on a tendance à assimiler les apports en graisse à la prise de poids. Alors effectivement, c'est un apport calorique qui est important, mais ça joue un rôle fondamental sur notre santé, au niveau hormonal, au niveau récupération de l'organisme en général, et principalement, le conseil que je dirais, c'est-à-dire augmenter un petit peu votre quantité d'oméga 3. Alors, qu'est-ce que c'est les oméga 3 ? On en entend souvent parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est quelque chose qui va nous permettre de limiter un petit peu l'inflammation de l'organisme, d'apporter des bons éléments au niveau de notre cerveau qui vont nous permettre d'améliorer peut-être aussi notre réflexion, etc. Donc, il y a notre santé cardiovasculaire. Donc, il y a tout un multiple points positifs, bien fait, sur l'apport en oméga 3, qu'on va retrouver via les graisses. Donc, on va éviter, par exemple, aussi tout ce qui est excès de graisses saturées via charcuterie, viande rouge, et les laitages gras, etc., etc. Et les graisses trans qu'on peut trouver transformées, etc. Dans l'alimentation. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui diabolisent les graisses et elles ont raison. Les graisses, trop de graisses saturées et des graisses trans, c'est vraiment pas bon. Mais il y a aussi des très bonnes graisses qui peuvent être très intéressantes sur le plan déjà de l'apport énergétique et puis par rapport à tout ce que Guillaume déjà vous a expliqué. Et ces bonnes graisses-là, c'est simple, on peut les trouver par exemple dans les poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, saumon, etc. Vous rajoutez quelques petites huiles de type huile de noix, huile de lin, vous variez les huiles riches en oméga 3, les graines, les noix, etc. Les graines de chia aussi. Voilà, donc tout ça, mis bout à bout, ça va vous amener un apport en oméga 3 et ça rééquilibrera un petit peu la balance de vos acides gras, entre guillemets. Mais retenez ça, pareil, c'est variété, qualité et ne pas les fuir, ne pas en avoir peur, elles sont vos amies. C'est clair. Ensuite, conseil numéro 5, on a fait un petit peu le tour déjà de pas mal de choses. Tu veux nous parler de quoi ? Conseil numéro 5, ce serait éviter l'excès, c'est-à-dire que l'excès de produits laitiers. Alors, sans rentrer dans le dogmatisme à dire de les supprimer, ça peut être un apport nutritionnel intéressant dans votre on va dire, de votre journée de repas. Mais pareil, il faut que ce soit des produits de laitiers de qualité et on va éviter les produits laitiers ultra transformés, très riches en acides gras saturés, etc. etc. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les produits laitiers, oui, ça peut être intégré, mais pas dans le côté outrancier qui vont peut-être créer des inflammations et des réactions immunitaires au niveau du système digestif. Donc, ça peut être un outil, mais pas à l'excès. Ok, super. Tu nous as parlé d'un premier sujet qui peut faire un peu controverse. On ne va pas non plus rentrer dans le détail, mais le gluten, maintenant que tu nous as parlé des produits laitiers, comment on agit par rapport à ce dernier ? Alors pareil, il y en a, ils sont plus sensibles que d'autres. Voilà. Globalement, et surtout par exemple à l'approche d'une compétition, on va essayer d'éviter un petit peu le gluten parce que ça peut activer des inflammations au niveau du système digestif. Donc on va préférer des céréales ou des produits qui sont sans gluten, donc du coup, et c'est très facile de les retrouver. On parlait avant du quinoa par exemple, du riz complet, etc. Des légumineuses, tout ça c'est des choses qui sont sans gluten et on n'est pas forcément obligé d'avoir des apports, des produits qui contiennent du gluten dans son alimentation. On peut tout à fait avoir un panel assez important. Donc même si on n'est pas forcément sensible ou intolérant, toi tu conseilles le jour d'une course, mieux vaut prévenir que guérir, et quelques jours avant la course, essayer d'éviter pour limiter l'inflammation au niveau du digestif. Exactement, d'accord. Tout à fait. Donc on vient de parler du système digestif. Est-ce que tu as du coup un conseil pour entretenir la santé du système digestif ? Alors, conseil numéro 7, ce serait faire le plein de probiotiques et de prébiotiques alimentaires au sein de ces assiettes du quotidien. Alors pourquoi ? Parce que ça va entretenir la bonne flore bactérienne. Donc ces petites bactéries qu'on a au sein de nos intestins, voilà, il y a des bactéries amies et il y a des bactéries dites ennemies, on schématise un petit peu. Mais en gros, il faut essayer d'apporter des éléments alimentaires qui vont alimenter
fameuses bactéries amies. Donc du coup, ça peut être légumes lactofermentés, soupe miso, poireaux, yaourt lactofermenté, oignons, ail, etc., échalotes. Enfin, tous ces éléments-là peuvent être très intéressants et intégrés de manière comme ça à vos repas. Et ça va alimenter, ça va entretenir cette bonne flore bactérienne. Donc on a vraiment tout ce qui est prébiotique. Là, c'est plus les aliments, on va dire des fibres à ce moment-là, qui vont nourrir cette flore. Et on a les aliments qui sont probiotiques. Donc ça va être des aliments comme le miso, comme tu disais, tout ce qui est fermenté. Kéfir, kombucha, etc. qui vont réensemencer en fait notre flore. Exactement. Donc pour qu'il y ait cette synergie, on va ramener des petits amis, des petits poissons, et on va aussi, avec les fibres, par exemple des oignons, des choses comme ça que tu as citées, pouvoir les nourrir. Exactement. Comme ça, il y a cette synergie. D'accord, ok. Ok, donc là, on a parlé du système digestif qui était au niveau du ventre, mais la digestion, ça commence dans la bouche aussi. Avec l'amylase. Ce que je dis toujours, c'est pas une phrase de moi, mais je ne pourrais plus, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit là, mais c'est mange ce que tu bois et bois ce que tu manges. Donc là, c'est important de retenir ça, c'est-à-dire que par exemple, avec des personnes qui font des jus de légumes, par exemple, le mastiquer, activer un petit peu l'amylase aussi. Et tout le bol alimentaire, on va dire entre guillemets solide qu'on va importer, il faut qu'il soit rendu liquide pour faciliter cette digestion. Trop souvent, je vois des repas pris en 5 minutes comme ça. Et c'est annihiler un petit peu les bienfaits. On a beau avoir la meilleure des assiettes, si on ne mastique pas, on ne profitera pas pleinement du bol alimentaire qu'on va ingérer. Tous les nutriments qui contiennent. Exactement. Le conseil 8, c'était donc la mastication. Et de bien mastiquer. On va basculer sur le conseil numéro 9 du coup. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est laisser des phases de repos digestif quand même. Éviter les grignotages fréquents. Voilà. Typiquement, je prends mon petit-déj à 7h. À 8h30, je suis devant la machine à café avec une barre chocolatée. À 11h, je prends une petite madeleine. À midi et demi, je refais mon petit repas. À 16h, je me fais une collation. Je rentre à 18h, je mange un bout de saucisson. Et puis, je me refais le repas encore du soir. Donc là, toute la journée, en fait, on est en digestion. Voilà. Et ce n'est pas dans le sens de la santé. Donc, il faut quand même laisser des phases de repos digestif assez fréquentes et conséquentes. Sans partir dans le côté sans partir dans le jeûne intermittent, etc. Mais selon les personnes, ça peut être 3 à 4 repas par jour. Voilà, 3 repas par exemple, une collation, ou 3 gros repas. Il y en a, ils préfèrent fonctionner comme ça. Mais pas de grignotage, en tout cas. Mais globalement, de toute façon, on en revient à la même chose. Si on a des bons repas, on n'a pas besoin de grignoter. Donc si on prend déjà un mauvais petit déjeuner, un mauvais starter, automatiquement, on va avoir des fringales dans la journée, ça va se répercuter. Donc voilà, on va pas laisser ces phases de repos digestif. On a parlé du coup de l'alimentation. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler du conseil numéro 10 ? Alors là, ce serait assurer une bonne hydratation tout au long de la journée. Alors ça, c'est pareil. Trop souvent, je le vois, c'est ou éventuellement des sodas ou trop de café. Alors, on oublie de s'hydrater, etc. Alors, au quotidien, on va dire une eau minéralisée, faiblement minéralisée. Autour de l'effort, on peut rajouter des eaux un peu plus minéralisées, donc type Rosana, Saint-Yor ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant parce que ça apporte du magnésium, du calcium. Donc, on peut les assimiler, ces minéraux-là. Mais globalement, on ne s'hydrate pas avec du café ou des sodas ou des jus de fruits tout au long de la journée, mais on s'hydrate avec de l'eau. Et on s'hydrate aussi via l'alimentation qu'on apporte. C'est-à-dire que si on a une richesse en fruits et légumes, peut-être qu'on aura besoin de moins s'hydrater parce qu'on en aura une hydratation vraiment naturelle. Écoute, super, je pense qu'on a fait le tour de ces 10 conseils. Voilà, 10 petits conseils rapides. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire du podcast ou directement sur nos réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que ce podcast, c'est un outil participatif, donc c'est avec un grand plaisir qu'on vous partage tout ce contenu. Et surtout, si vous avez aimé et apprécié ce podcast, laissez-nous un petit avis ou un petit like. Ça nous fait toujours plaisir et c'est ça qui nous permet de nous faire connaître sur toutes les plateformes. Merci infiniment. Merci à vous. On vous dit à tout bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao.